conférence sur les transformations et plus spécifiquement sur la gestion des résistances ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, on va utiliser le chat pour ceux qui découvrent cette modalité ou qui découvrent nos conférences. OK, merci, parfait pour le son. Alors, le temps de faire arriver un petit peu tout le monde, d'où est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes en France, à l'étranger, au nord, au sud? Là, moi, je suis à Paris. Robert et Antonin sont à Aix. Donc, bonjour de Paris et d'Aix. Bonjour à Lille, Eric. Bonjour, Georges. Bonjour, Karen de Rennes. Bonjour, monsieur et madame Lescuyer. Bonjour, Carole. OK. Allez, 9h01, on va démarrer. Essayons de rester dans le cadre qu'on s'est fixé. Un petit tour de table, déjà pour se présenter. Donc, Philippe Bourgeois, bonjour à tous. Consultant en transfo au sein du cabinet Olsen. OK. Robert Weiss, universitaire. J'ai fait ma carrière à l'IAE d'Aix-en-Provence. Vous voyez que les liens sont restés. Je suis consultant dans les comités de direction des grandes entreprises en général et je forme des accompagnateurs du changement. Et Antonin Ricard, donc je suis le directeur de l'IAE Aix-Marseille. OK, merci. Alors ce matin, on va aborder une thématique qui est extrêmement prégnante, je pense, pour tout le monde. C'est la gestion des résistances, parce que quelle que soit la thématique des changements ou des transformations, il y a obligatoirement de la résistance. Et donc, on va passer 45 minutes ensemble sur cette thématique. Je vous invite à utiliser le chat. Si vous avez des questions, des remarques, on va essayer de suivre et puis de répondre au fur et à mesure. Auparavant, peut-être, ce qui nous intéresserait de manière à pouvoir à vous donner des informations qui soient vraiment en lien avec votre problématique. Alors, on en a eu quelques-uns au téléphone, mais sinon, quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous avez comme problématique sur laquelle on va pouvoir s'appuyer dans les exemples qu'on va essayer de vous donner? Est-ce que c'est tout de suite, c'est demain, c'est dans 6 mois? Voilà, si vous pouvez nous donner quelques éléments sur vos contextes, de manière à ce qu'on prenne appui dessus pour vous parler de gestion des résistances. Et bienvenue à Richard, Samuel, Aurore, Stéphanie. Alors, formation des managers qui sont résistants à la nouvelle génération. Effectivement, c'est un bon sujet. OK, donc la problématique des intergénérationnels. Bonjour Martine. Bonjour Elisabeth. Bonne année Henri. Transformation et opération d'assurance, enrichir mes compétences, aucune problématique à court terme. OK. Gestion des tâches toujours grandissantes. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme problématique spécifique en résistance, Camilla? Alors, on a souvent sur ces conférences, et à juste titre, des personnes qui viennent se nourrir, en fait, s'enrichir. Effectivement, ça a beaucoup de sens. Alors, change manager dans une ESN, quels sont liés pour moi au sponsoring très souvent absent, quel que soit le client, et cela complexifie l'engagement des managers et donc celui des collaborateurs. Alors oui, effectivement, et le sponsoring est d'ailleurs le déficit de sponsoring est la toute première cause d'échec des projets. C'est un sujet clé, effectivement, le sponsoring. OK. Commerciaux réticents à des politiques commerciales qui changent. OK, très bien. Merci, Samuel. Aller plus sur le digital. Le digital peut effectivement générer des résistances importantes. Embarquement des équipes dans le changement. Point essentiel, l'embarquement. On va en parler un petit peu plus loin. Change manager sur un gros programme de transformation digitale temps long avant accouchement des nouveaux outils, période intermédiaire ingrate, effectivement, quand le temps est long, ça génère des résistances qui peuvent être significatives, surtout s'il n'y a pas une communication régulière sur le projet.
Relancer la culture d'excellence opérationnelle des managers de proximité. OK. Difficulté à optimiser des process historiques non efficaces. Préparation à la certification d'un EHPAD. Intégration des protocoles utilisant un nouveau logiciel. OK. Très bien. Merci. Plongeons maintenant dans la thématique de la gestion des résistances et peut-être juste avant, vous donner quelques éléments quand même sur le consortium qu'on a créé avec notamment les personnes qui sont là aujourd'hui. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci pour les différentes interventions. Donc Antonin Ricard, comme je disais, je suis le directeur de l'IAE Aix-Marseille et je représente ici également Centrale Marseille. Donc quand Robert est venu me parler du projet d'une formation commune entre deux cabinets qui ont plus que fait leurs preuves, et puis Centrale Marseille et l'IAE Aix-Marseille, Centrale Méditerranée, pardon. J'ai vraiment été enthousiasmé à plusieurs titres. La première parce qu'on est dans une réflexion commune avec ces quatre membres du consortium, et puis c'est une réflexion qui va dans la direction de comment est-ce qu'on peut mieux travailler, mieux accompagner les organisations à évoluer. Et puis également parce que Robert, comme il expliquait en préliminaire, a un historique avec l'IAE, il en a été directeur, il a créé une méthode qui aujourd'hui commercialise et qui rencontre un grand succès. Et donc, j'étais vraiment très désireux de pouvoir mettre en place cela avec lui. Peut-être maintenant un petit mot sur les institutions. Donc, l'IAE Aix-Marseille, c'est la première école de management public à avoir été créée. Et donc, on a un historique, je dirais, d'action assez pionnière. Et donc là, c'est encore une innovation qu'on propose avec des formations qui sont au plus près des besoins des entreprises et des professionnels. Donc enchanté de pouvoir s'allier avec Centrale Méditerranée qui est dans des problématiques similaires en ce moment. Et donc on se retrouve sur la thématique de comment mieux travailler, mieux accompagner ses collaborateurs. Et donc, on s'associe ici avec deux cabinets de conseil qui ont une très forte expertise et une forte complémentarité. Donc, comme Profiles Institute qui a créé sa méthode basée sur des travaux de recherche avec une dimension académique qui est poussée et une légitimité qui est plus à démontrer. Et puis le cabinet Olsen qui est également expert sur les questions de conduite du changement et avec des méthodes, je dirais, qui sont plus centrées autour du process et qui viennent complémenter les méthodes qui sont plus centrées autour de l'humain et qui est la partie qui est plus spécialisée du côté de ComProfiles. Alors, peut-être un élément de vision également, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur les transformations ensemble. Et en fait, à force de voir des difficultés s'installer et des échecs de changement, on a décidé de créer une association sur les transformations éthiques. Et donc, on a cherché à qualifier ce que pouvait être une transformation éthique, puisque finalement, on adresse un système. Et pour adresser un système, il y a différents aspects qui sont importants à prendre en compte. Donc, on a posé les piliers qui sont ceux que vous découvrez là, qui permettent d'adresser des transformations de manière éthique, c'est-à-dire de manière systémique. Donc, l'objet n'est pas de vous présenter l'association aujourd'hui, mais de vous dire que derrière ce programme et tout ce que l'on fait, il y a une véritable volonté de s'inscrire dans une démarche qui est respectueuse des individus et de l'environnement et du système de l'entreprise. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va avoir 3 temps. Un premier sujet sur comprendre les causes de la résistance. Quand on a une difficulté du type résistance, quelque difficulté que ce soit d'ailleurs, c'est important d'abord de la comprendre, de s'y intéresser et ensuite de pouvoir dire, bah, tiens, maintenant qu'on s'y est intéressé, comment est-ce qu'on va les adresser? Et puis ensuite, on parlera d'éventuelles prochaines étapes si vous souhaitez avancer.
Alors, en fait, on va vous mettre dans une situation dans laquelle nous avons déjà mis 2800 dirigeants, cadres sup et puis participants à des exécutifs MBA sur les 5 continents. Et en fait, on a posé les mêmes questions à tous ces gens-là et en leur donnant un temps très très court, 3 minutes pour répondre à ça. C'est un peu de la situation dans laquelle vous allez être. Dans quelles circonstances seriez-vous enclin à résister à un changement? Et dans quelles circonstances serez-vous prêt à vous engager vraiment dans la mise en œuvre d'un changement? Et là, vous pouvez répondre comme ça sur un élément ou plus, si vous voulez, et vous mettez simplement, peut-être que vous allez mettre un R si vous résistez, je veux dire, avant de dire les circonstances, qu'est-ce qui vous fait résister, et un E pour vous engager avant de mettre les circonstances qui font que vous vous engagez. Et allez-y, on vous donne 3 minutes aussi de la même manière et on va dépouiller ça ensemble. On a les résultats de la recherche qui portent sur 2800 personnes de toute nationalité, on va dire, puisqu'on a été sur les 5 continents, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, beaucoup de pays différents, etc., etc. Donc, vous allez voir, et c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui sort et et sans doute qui va sortir de... Alors, absence de vision, aucune visibilité sur les tenants et les aboutissants, communication pas adaptée, besoin de comprendre vers où on va, et si le changement heurte mes valeurs, et si le changement ou si le changement n'a pas de sens et n'est pas bien accompagné et expliqué, non-respect des individus, si je suis en adéquation avec les buts, ça je m'engage. Si ma participation est souhaitée, si j'ai une place là-dedans, je m'engage. Résistance imposée sans explication, comprendre le sens. Je reste sur les résistances puisqu'on va dépouiller ça en premier lieu. Apporte aucun bénéfice pour moi ou mon équipe. Pas d'explication sur les raisons et les gains du changement. Résistance, si en dehors de mes valeurs, cohérence avec mes valeurs, ça revient, etc. Manque de cohésion, de communication, de cohésion d'équipe. Bon, considérons qu'on a fait les 3 minutes, exactement comme dans les conditions de la recherche et du dépouillement des 2800 personnes au fur et à mesure de quelques années. D'ailleurs, cette recherche s'est étalée sur quelques années, 3 ans. Et donc, regardez ce qui sort, en fait, et vous allez voir que vous êtes, disons, en plein dans le mille. Je suis enclin à résister si, en fait, ça n'est pas convaincant, c'est une mauvaise stratégie. Ça n'est pas clair, c'est mal préparé, mal communiqué. C'est contraire à mes intérêts et à ceux de mon équipe. Le changement imposé, tout ça, on l'a eu. Tout ça, on l'a eu. Et s'il n'y a pas de confiance, un management pas à la hauteur, contraire à mes valeurs, on a ça aussi. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui est extraordinaire au point de vue du management du changement. Et personnellement, j'utilise ce petit sondage, je l'ai utilisé dans mes séminaires que j'ai pu avoir ou que je peux avoir dans la résistance au changement, ou je veux dire sur la gestion du changement. En fait, en quelques personnes, il sort ce que sortent 2800 personnes ou ce que sortiraient des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui soient des cadres supérieurs dans l'armée chinoise ou des dirigeants de start-up ou des membres d'exécutifs MBA. Il y a des invariants qui sont universels là-dedans et ils sont là. Vous voyez la synthèse en 5 points et vous regardez que les 5 points, vous les avez donnés. Et c'est invariablement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde réagissait de la même manière par rapport au changement et était enclin à résister si quoi, si j'ai le pourquoi, la vision et tout ça, c'est pas convaincant. Si c'est pas clair, c'est pas préparé, on n'a pas les bons moyens. Si c'est mal communiqué, mal porté par ceux qui au niveau de la communication, par ceux qui sont les promoteurs. Si c'est contraire à mes intérêts, en fait, c'est le premier facteur. Et à ceux de mon équipe, le changement est imposé. Est-ce que j'y ai une place ou pas? Et puis, la question des valeurs et de l'éthique. Bon, tout ça, c'est invariant. Vous savez quand vous commencez un changement que les gens qui sont en face de vous
et dont vous voulez qu'ils participent au changement, tous ces gens-là ont ça en tête. Alors, peut-être qu'on peut aller plus loin parce que c'est tellement net hein, que c'est pas besoin de... Vous voyez que si on met les causes, elles sont stratégiques et organisationnelles. Est-ce qu'il y a la vision et est-ce que c'est bien organisé, c'est bien communiqué? Premier point. Elles sont personnelles, psychologiques et émotionnelles. Peut-être qu'on insiste un tout petit peu plus là-dessus. Personnel, tout le monde se pose la question de ses intérêts. Et en phase du changement, qu'est-ce que font les gens? Ils se disent, mais est-ce que je vais perdre quelque chose? Qu'est-ce que je vais perdre? Ça peut être très matériel, ça peut être des responsabilités, ça peut être des territoires, ça peut être des manières de faire, etc., etc. Toute une organisation et des zones de confort et tout ça. Et puis, il y a un autre élément sur lequel il faut insister, c'est que ce qui se joue au niveau personnel est différent de ce qui se joue au niveau organisationnel ou au niveau des affaires, du business, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a deux processus qui sont en parallèle. Un processus, c'est le processus de gestion du changement. L'autre processus, c'est le management des transitions, en fait, le management des transitions, c'est le management de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, au point de vue psychologique et émotionnel, et qui fait que cette personne va s'adapter au changement ou ne pas s'adapter au changement. Quelles sont les phases que franchit cette personne? Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les promoteurs du changement, en fait, ne se rendent pas compte que les gens qui sont en phase 2 ont à faire leur transition, ont managé leur transition. Et en fait, la transition, comme c'est un changement, ça veut dire que ça nous entraîne vers le futur. Qu'est-ce que font les êtres humains par rapport au futur? Ils regardent le passé. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Qu'est-ce qui va changer? Etc., etc. Et donc, on a un schisme qui est un schisme de départ qui existe toujours. Le changement est orienté futur, la transition est orientée vers le passé. Après, il y a d'autres causes qui sont éthiques, les valeurs et tout ça, ou politiques, c'est-à-dire des oppositions politiques. Il y a des gens qui ne veulent pas le changement et qui peuvent avoir de bonnes raisons pour ça. Et donc, vous voyez les trois types de challenge qu'un promoteur du changement ou un manager qui veut promouvoir, mener un changement à faire. Il y a des éléments de vision, de stratégie, d'organisation. Il y a des éléments de valeur, d'éthique et de respect des gens. Et puis, il y a des éléments qui sont de gestion des hommes et de leurs émotions et de leurs réactions psychologiques à une situation qui est en changement. Donc, les trois éléments sont là, ils sont clairs, ils sont là aussi, c'est une synthèse des universels en quelque sorte. Alors, peut-être qu'on peut aller plus loin et... Alors, une chose qui est très importante également, c'est de s'intéresser aux typologies de résistance. Et on va dire qu'il y a trois typologies de résistance principales. Il y a celles qui vont retourner des entreprises, si je puis dire. C'est les symboliques. Il est hors de question de ne plus avoir mon bureau à l'étage de la direction. Il est hors de question de ne plus avoir un nombre de fenêtres précis dans mon bureau ou d'avoir ma place de parking à l'étage de la direction. En fait, c'est symbolique. Les gens n'en parlent pas parce que c'est un peu délicat de s'exprimer, de dire bah oui, moi mon ego fait que j'ai envie de ces privilèges ou de ces spécificités. Mais quand il y a des changements avec des impacts et des résistances symboliques, c'est assez compliqué à adresser. Et évidemment, quand on voit que c'est objectif, hein, un déménagement occasionne plus de temps de transport, on ne peut pas dire non. Hein, la chose qu'on puisse faire, c'est accueillir, écouter et reconnaître qu'il y a une contrainte objective qui amène cette résistance. Et puis, il y a les causes imaginaires. Les gens ont besoin de repères. Et souvent, dans les transformations, dans les changements, il y a un manque d'informations sur la manière dont les choses vont se passer. Et très souvent, et pour les gens qui n'ont pas l'habitude du changement, eh ben, ça va être super compliqué. Et en fait, ça va être super compliqué. C'est juste qu'ils ne se projettent pas, ils ne visualisent pas les étapes qui leur permettent de se rassurer, de se dire « Ok, c'est bon ». Et on voit bien avec ces trois types de résistance que la manière dont on va réagir, la manière dont on va gérer ces résistances ne va pas être du tout de la même manière. Et un aspect également qui est important, c'est à quel moment apparaît la résistance, puisque là aussi, on ne va pas agir de la même manière. Si la résistance, elle apparaît avant le lancement du changement ou pendant
pendant la mise en œuvre de ce changement. Et donc là, on voit qu'il est vraiment important de s'intéresser à cette résistance pour la qualifier de manière à pouvoir l'adresser correctement. Alors, comment on l'adresse maintenant? Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai sauté un peu les gens qui avaient mis eux comme engagement. Et on revient sur en fait, ce qu'ont produit les gens à Melbourne, à Sydney, à Sao Paulo, à Bangkok, à Shanghai, à Pékin, en Europe, partout dans les capitales. On a eu l'occasion de faire cette enquête absolument partout. Et donc, voilà, je suis prêt à m'engager si je comprends le pourquoi. Et si le besoin et le pourquoi sont clairs, c'est-à-dire qu'il y a une raison de changer. Pourquoi changer s'il n'y a pas de raison de changer? Ça, c'est le premier point. Et donc, que ça se soit... Et on comprend bien la communication qui accompagne ça. Il faut que ce soit bien expliqué. Et cette communication, il faut qu'elle soit aussi légitime et donc qu'elle ne vienne pas de n'importe où. Il faut qu'elle vienne du sommet de l'entreprise. Avec, pour ça, une claire vision du futur, une stratégie, un plan, une organisation, etc. etc. Bon, en fait, vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure, mais c'est normal. Hein. Je m'engage si ça c'est clair. Je ne m'engage pas si ce n'est pas clair. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a un autre élément, c'est que les gens veulent avoir un rôle, une place, c'est-à-dire une participation à l'action. Vous voyez, c'est ça qui est super important. Très souvent, quand on est dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la stratégie, on travaille sur la vision. On pense que le changement est bon pour notre institution, pour notre entreprise, etc., etc. Et puis, on va à un moment donné dire, voilà ce qu'il faut faire. En fait, ça marche moins bien que si en amont, dès l'amont, on fait participer les gens à la conception même du changement. Ça marche moins bien que si on leur donne une marge de liberté, de l'autonomie pour participer à la mise en œuvre et concevoir la mise en œuvre du changement, etc., etc. Les gens veulent avoir un rôle, une place et participer à l'action. Et c'est dans la participation à l'action qu'à ce moment-là, la mobilisation des gens est la plus opérationnelle. C'est là que véritablement les gens non seulement adhèrent au changement, mais s'approprient le changement parce qu'ils s'approprient, parce que c'est ça qu'ils font. Donc il faut les mettre dans l'action. Alors, les aspects bénéfices personnels pour l'équipe et l'organisation sont toujours importants. Hein, là, ça nécessite autre chose, c'est-à-dire on ne peut plus gérer une organisation comme une entité globale. Les gens et leurs peurs, il faut les gérer de manière personnalisée. Donc, quels sont mes bénéfices personnels? Très souvent, vous avez l'impression, vous mettez en place un changement, vous perdez une personne. Cette personne qui est très active d'habitude ne l'est plus. Elle est en retrait et tout. Il est fort possible que cette personne vive le changement comme une menace et qu'elle imagine complètement en fait des pertes personnelles et tout ça. Donc il faut arriver à travailler avec des gens pour savoir quels vont être leurs bénéfices personnels, quelles sont les opportunités qui existent. Et puis, le problème de la confiance qui, dans le changement, est majeur. La confiance, parce que les gens qui sont avec nous, qui mènent le changement, on peut leur faire confiance parce qu'on partage leurs valeurs, parce que ça ne va pas être au détriment des gens, parce qu'il ne va pas y avoir des victimes là-dedans et qui ne le méritent pas, etc., etc. Donc voilà ce qui apparaît dans cette recherche internationale, disons, hein, c'est ce que c'était, purement internationale. Et voilà et vous voyez que ce que vous avez marqué, encore une fois, est en phase avec ce qui est apparu dans la synthèse de la recherche. Alors, on a une invitation vraiment importante. C'est vraiment d'abord de changer de regard sur la résistance. La résistance est une information absolument clé. Et le pire que l'on puisse faire, c'est être dans le déni ou d'ignorer cette résistance. C'est un peu, je prends un comparatif, souvent je dis, qu'est-ce qui se passe si on ignore l'objection d'un prospect? Si on ignore l'objection, on ne risque pas d'avancer. C'est pareil dans les transformations. Alors, je voudrais juste aussi revenir sur des questions tout à fait intéressantes que j'ai vues dans le chat. Martine, quand on est manager, on doit parfois faire appliquer des changements auxquels nous n'adhérons pas. Alors,
effectivement, là, vous avez deux approches hein, dans ce cas-là. Vous pouvez être effectivement le bon soldat qui y va et qui ne parle pas de son opinion. Moi, j'ai une philosophie un peu différente. Je pense que c'est important, ce qui est primordial, c'est la qualité de confiance entre le manager et son équipe. Et il est OK de pouvoir avoir des réserves et de les exprimer auprès de son équipe, ce qui n'enlève rien à l'engagement du manager sur le changement. Et c'est OK de dire à son équipe, écoutez, on a un changement à mettre en place, je ne vous cache pas, qui peut me poser des difficultés ou j'ai des réserves, mais la direction nous demande de mettre en place ce changement et on va le faire et on va le faire bien. Et de mon point de vue, c'est le meilleur moyen de conserver ce niveau de confiance de son équipe et de les embarquer, même si effectivement, il peut y avoir des réserves. Et effectivement, Christine, notre rôle est d'abord de faire ce travail sur nous d'abord. Et c'est la raison pour laquelle il faut aborder les managers en tant que collaborateurs avant de pouvoir leur confier le rôle qu'on va leur donner dans le cadre d'une transformation. Et Henri, sur ta question sur les raisons de la résistance sont classées dans l'ordre des priorités ou d'impact sur le succès du changement, c'est effectivement un travail qu'on va faire quand on prépare un changement. C'est d'identifier les résistances qui peuvent apparaître et puis quand elles apparaissent, de les classer en fonction de l'impact qu'effectivement elles ont. Sur la recherche, on peut répondre. Les critères qui viennent le plus souvent sur l'enquête sur les 2800 personnes, c'est mon intérêt personnel. C'est le premier point. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas éviter d'avoir un contact avec les personnes. On ne peut pas gérer les membres d'une entreprise comme des objets, finalement, un représentant de ceci, un représentant de cela. Non, pas seulement. Les gens sont des personnes. Et donc, ces personnes ont des besoins, ont des objectifs, ont des difficultés, ont des challenges personnels. Et vous êtes obligé d'en tenir compte et de vous ouvrir et donc d'écouter les gens, de parler avec eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comprendre le pourquoi. Et le troisième, c'est la vision. Hein. Donc ça, c'est les points qui, par ordre de classement, qui apparaissent sur ce que produisent les gens dans un espace de temps très court, 3 minutes, c'est très court, et la même méthodologie était appliquée absolument partout. Donc c'est les éléments qui sont apparus majoritaires. Mais en fait, encore une fois, c'est ce qu'on retrouve là. Au point de vue de l'engagement, vous voyez aussi, qu'est-ce que vous avez dit, c'est je suis prêt à m'engager si en fait, le changement est légitime, c'est-à-dire le pourquoi, et expliquer avec une implication, et puis en plus, une implication dans le changement, c'est-à-dire si j'ai une place et un rôle, c'est-à-dire que ça ne m'est pas imposé. Dans nos sociétés, et y compris, c'est pour ça que j'ai dit l'armée chinoise, parce que moi je suis intervenu dans les entreprises d'État chinoises, etc. Et donc, ils produisent exactement la même chose que chez nous. Donc, il n'y a pas de différence. Et il se pose toujours la question du pourquoi, du comment on va faire, mais aussi de quelle est ma place là-dedans. Et donc, ça fait partie de l'universel qu'on va trouver tous et qu'on va rencontrer. Si on tient pas compte de ça, on sait qu'on va se tromper. On sait que notre changement va être très difficile ou va résulter dans un échec. Et quand même, plus de 70% des changements échouent. Donc, il ne faut pas l'oublier. Alors, peut-être qu'on va un tout petit peu plus loin quand on change excuse-moi. Voilà. Attends. Alors, un mot sur l'atelier Crainte-Espoir. Ça, c'est un atelier que j'utilise systématiquement, en fait, vraiment, quel que soit le projet, qui permet, en fait, de faire un état de lieu de là où on est, à la fois de présenter le projet de changement ou le plan de transformation, d'avoir des questions de clarification parce qu'il est important que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, de traiter ou de partager les espoirs que suscite un projet ou un plan de transfo. Et il y a toujours des espoirs, il y a toujours des gens qui vont être positifs et qui vont voir le côté, le verre à moitié plein.
et aborder les craintes. Un changement, un plan de transformation génère des craintes et le risque de les ignorer, en fait, c'est de ne pas savoir où on en est et de ne pas savoir quelles sont les difficultés que les collaborateurs imaginent ou qui sont réelles. Là, le fait de les aborder de manière très concrète permet de les traiter, que vous ayez 10, 50, 100, 200, 300 personnes. Il y a moyen, alors personnellement, j'utilise des outils, et sur le téléphone, ça se fait très bien, de manière à collecter tous ces éléments et puis les adresser. Et l'avantage, c'est que, alors ce n'est pas 10 minutes, mais c'est 60 minutes. Et ce n'est pas 10 minutes par séquence, mais en tout cas, c'est un total d'environ 60 minutes selon le projet ou la transformation. Et l'avantage, c'est qu'à la fin de cet atelier, vous savez exactement où en sont vos équipes. Est-ce qu'elles sont plutôt embarquées? Est-ce qu'elles sont très résistantes? Et si elles sont très résistantes, vous avez une qualification des résistances. Et puis, vous avez pris un temps durant cet atelier pour répondre à ces résistances. Et écouter les difficultés des équipes est essentiel. La dimension émotionnelle est absolument essentielle. Voilà, donc là, on ne va pas le développer ici, mais moi, je vous invite. Ben non, mais c'est le programme, en fait, puisque Voilà, le programme a deux grands pôles, un pôle méthodologique et un pôle centré sur les émotions, la psychologie en phase du changement, et tout ce qui fait qu'on va pouvoir gérer les émotions et les réactions psychologiques inappropriées d'une certaine manière par notre agilité comportementale en nous adaptant aux gens, aux personnes, aux équipes. Donc ça, c'est le programme lui-même qui traitera de ça. Restons quand même je sur... voudrais répondre aux deux questions. Oui. Les gens ne s'expriment pas toujours en groupe sur leur résistance individuelle. Alors, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que je le fais assez peu à l'oral, parce qu'à l'oral, il n'y a que les extravertis ou les gens qui veulent un peu se montrer, qui vont parler, et c'est pour ça que je le fais sur une appli, et c'est confidentiel. Donc, les gens s'expriment très facilement, et moi, j'utilise le principe du like. Donc quand les gens voient un espoir, une crainte qui leur parle, à ce moment, ils les like. Et donc, on a une vision vraiment extrêmement claire de ce que pensent les équipes, et ça se fait autant en présentiel qu'en distanciel. Et vos recos par rapport à votre question, ça n'est pas quel est votre avis sur le changement, surtout pas. On ne leur demande pas leur avis, puisqu'il y a une décision de la direction de mettre en œuvre un changement, donc on ne remet pas en cause le projet. Par contre, ils peuvent avoir des recos sur la manière de faire. Et c'est l'objet du point 5, c'est dire, tiens, sur telle étape, n'oubliez pas de prendre en compte ça, ou tiens, là, ça, ce serait pertinent à faire. Voilà. Donc là, on est dans l'écoute sur la mise en œuvre, mais pas sur des avis, parce que l'objet n'est pas de remettre en cause le changement. Voilà. Mais c'est un diagnostic qui s'opère très rapidement. Exactement. Je voudrais réagir par rapport à Martine, qui a mis 3 questions successives au fur et à mesure qu'elle le réfléchissait sur son cas. Et elle dit, bon, nous ne respectons pas les conditions pour s'engager, citées auparavant. Bon constat, prise de conscience, lucidité. Si vous ne respectez pas les conditions, c'est la recherche de l'exploit. Il faut bien dire la vérité, quand même. Ça veut dire que vous aurez des difficultés énormes si vous ne respectez pas les conditions que vous-même vous donnez spontanément, puis qui sont apparues dans des travaux qui sont plus conséquents, et qui vous donnent les invariants. Donc, et nous nous trouvons en difficulté, eh bien oui, vous vous trouvez en difficulté. C'est QFD, quoi, en quelque sorte. Et vous rajoutez quelque chose, mais chez nous, il y a des changements quasiment tous les ans. C'est un peu le lot des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire les changements vont trop vite, on n'a pas le temps de les asseoir, que de nouveaux changements sont déjà établis. Donc, ça veut dire qu'il faut instaurer, arriver à établir une culture du changement et que les gens ne se sentent pas en danger parce qu'ils mènent des changements, qu'ils se sentent dans une dynamique de progrès, d'adaptation, de transformation positive. Et ça, bon, c'est comme une culture nouvelle qui se met en place. Alors, je réponds pas, je sais pas assez de choses. Il faudrait que on soit on ait un entretien plus poussé par téléphone ou autrement
pour en savoir plus et dire sur les modalités concrètes, mais on va vous offrir la possibilité de nous contacter par rapport à ça. Alors, vous voyez que, en fait, les résistances, la résistance est naturelle. Hein. Bon, vous voyez combien vous êtes spontané à expliquer les résistances. Et c'est un mélange complexe de changements, de réactions par rapport au changement, cette chose qui est extérieure à nous et qu'on peut vivre comme une imposition de quelque chose de neuf et qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas conçu soi-même. Et donc, il y a une réaction là-dessus qui peut être justement négative ou d'être circonspect, d'avoir du doute par rapport à ça. Et c'est en même temps un mélange complexe de changement et de réaction au changement et de transition, c'est-à-dire ce phénomène interne, psychologique. Et les gens qui mènent le changement ne sont pas conscients d'une chose qui est majeure. Eux-mêmes ont mené la transition dans leur tête et dans leur cœur en préparant le projet de changement. Ils ont fait le processus de transition. Et quand ils arrivent devant les autres et qu'ils leur disent « voilà ce qu'on va changer », les autres sont dans le choc vis-à-vis du changement et doivent commencer leur travail de transition qui, selon les personnes, va prendre plus ou moins de temps. Et ce travail de transition passe par comme une courbe de deuil, en quelque sorte. C'est une perte. Il va y avoir des pertes. Et donc, il va y avoir des pertes, mais être conscient qu'il y a des opportunités de gain qui sont peut-être plus intéressantes que les pertes. Et ça, ce qu'on ne sait pas, certains d'entre vous ont fait le lien avec un historique du changement ou des traumas du changement dans leur entreprise. Dans certaines interventions, on a vu ça. En fait, on ne sait pas la résonance que ça a pour les gens. Quelle est la signification que ça a pour eux en raison d'autres changements réussis ou pas réussis ou échoués qu'ils ont connus ou menés dans le passé. C'est un autre élément très important. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme toujours, hein, il faut être bien clair au niveau de la méthode et tout ça, et puis il faut être clair au niveau de l'écoute des gens. Hein, c'est toujours majeur. Alors, on arrive, il est presque 40 en termes de conclusion. La résistance, quoi que vous fassiez, même si c'est un projet qui vous paraît extraordinaire pour tout le monde, eh bien, il y aura de la résistance. Et c'est essentiel d'en tenir compte, parce que si vous ne le faites pas, vous mettez en risque tout ou partie de votre projet. Hein. Moi, j'ai déjà vu des projets où il n'y avait qu'une petite moitié des personnes qui étaient embarquées et qui mettaient en œuvre le changement. Et au bout de quelques semaines, eh ben, c'était retour en arrière. Donc, c'est vraiment essentiel de qualifier ces résistances, de les comprendre et puis de les adresser. Et ce n'est pas parce qu'on accueille et qu'on écoute les résistances qu'on est d'accord. Et l'enjeu, on parle beaucoup d'expérience collaborateur quand on parle de changement, parce que c'est absolument essentiel en fait de faire vivre aux collaborateurs une expérience qui soit positive. Et pour qu'elle soit positive, il faut une vision claire, et ça rejoint ce que vous a présenté tout à l'heure Robert. Il faut un projet qui soit porté par un exécutif pour que les gens se disent ce projet est important. Il faut que ce soit le haut de la hiérarchie qui leur présente. Et on parlait tout à l'heure de déficit de sponsorship. C'est vraiment la première cause d'échec des projets. Écoutez les émotions et les réactions, et puis accompagner. Voilà. Et donc, ce sont ces différents éléments qui vous permettent de créer une expérience collaborateur et d'avoir de l'engagement. Donc, le programme qu'on propose avec le consortium, et ben, si vous voulez en savoir plus et parler de votre contexte spécifique, on vous invite soit à prendre rendez-vous avec Robert, soit avec moi. Vous avez un lien. Alors, soit vous nous envoyez un mail, vous les avez là. Soit vous cliquez. Soit vous cliquez sur prendre rendez-vous. On sera ravis d'échanger avec vous sur votre contexte spécifique. Et puis... Alors, Philippe, regarde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de gens là aujourd'hui dans le webinaire. Donc, évidemment, on peut faire que des réponses génériques, collectives. Mais si vous voulez avoir des conversations qui sont plus spécifiques par rapport à vos situations à vous, il faut qu'on en discute ensemble. Et si vous êtes intéressé, pour vous, pour d'autres, à
justement une formation qui prenne en compte les aspects humains, c'est-à-dire émotionnels, psychologiques, et les aspects méthodologiques qui sont incontournables dans la gestion du changement, bon, à ce moment-là, vous savez que la formation a été conçue pour ça. Voilà. Donc, nous sommes à votre disposition. Contactez-nous. Vous savez que nous allons nous rendre disponibles. Bon, si vous nous contactez, ça veut dire que vous êtes disponible vous-même, hein, parce que ça veut dire qu'on va modeler notre temps pour pouvoir vous répondre et être en conversation avec vous. Voilà, c'est toujours important que ce soit un engagement réciproque dans ces cas-là, que la disponibilité soit à la fois la vôtre et la nôtre en même temps. Et alors, pour répondre, Suzanne, à votre question, oui, il y a un replay et nous vous l'adressons, vous l'aurez dans la journée, on vous l'envoie par mail. Eh bien, écoutez, il est 9h40, on est dans les temps, on a surveillé un peu le chat, donc on a répondu a priori aux questions. S'il y a une dernière question additionnelle, on peut y répondre. Et puis, sinon, on vous souhaite une excellente semaine ou une excellente fin de semaine. Et puis, on vous dit à très bientôt en one-to-one ou directement sur la formation. Belle journée, belle fin de semaine. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci de votre attention et de votre participation.